Ça va du mitigé, même de la déception d'ailleurs, au roman coup de cœur. Donc vous aurez de tout dans cette vidéo. Coucou tout le monde! Je vous retrouve après une petite absence pour vous parler de beaucoup de livres. Parce que même si je n'étais pas là sur YouTube, j'ai lu, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 11 romans à vous présenter. 11 romans, ça fait beaucoup. J'espère que je vais réussir à ne pas vous faire une vidéo qui dure environ une demi-journée. Mais j'ai plein de choses à en dire, il y a plein de livres différents, plein de thématiques différentes. Et d'ailleurs mes avis sont très différents, ça va du mitigé, même de la déception d'ailleurs, au roman coup de cœur. Donc vous aurez de tout dans cette vidéo. Je vais vous parler de Hilos, puis de Fifth Gambit. Ensuite je vous parlerai de L'été d'avant, puis du petit roman Juste avant que. Je vais continuer avec 17 mm, puis je vous parlerai de la librairie Morisaki. Ensuite j'ai lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor, ainsi que Les Catilinaires. J'ai relu le tome 1 Supernova, l'Académie des Constellationnistes. J'ai enfin découvert L'Aube est bleue sur Mars. Et enfin j'ai lu Pénélope, Reine d'Ithaque. Petit aparté, sachez que je viens tout juste de sortir aux éditions Marabout mon carnet de lecture avec évidemment une illustration sublissime faite par Eva Corbissier, comme d'habitude, mon illustratrice préférée, mon illustratrice tout court, elle est à moi. Merci aux éditions Marabout pour leur confiance. C'est donc un carnet de lecture dans lequel vous allez pouvoir consigner toutes vos lectures. C'est pré-rempli, ça aide à ce que les gens comme moi qui n'arrivent pas à tenir un carnet à jour, quand c'est pré-rempli c'est un peu plus simple. Mais il y a également beaucoup de pages un peu plus conceptuelles avec des wishlists, des piles à lire à colorier, des trackers de lecture par jour, par mois, etc. Les challenges communs, les challenges collectifs, tout ça. Franchement la pile à lire à colorier, ça c'est stylé, surtout que c'est une illustration d'Eva. Bref, il faudrait que je fasse une petite vidéo YouTube peut-être pour vous parler du processus, tout ça. Mais je me devais de vous en parler avant de commencer cette vidéo puisqu'il est sorti le 3 avril, donc mercredi, donc il y a 2 jours. Donc j'espère trop qu'il trouvera une place dans votre bibliothèque et que vous y noterez tous vos coups de cœur, et pas que d'ailleurs, toutes vos lectures. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous fait plaisir en mettant un petit emoji livre dans votre commentaire puisqu'il y en a un max de livres. Sachant que Eva a fait des jeux de mots avec des livres hyper connus, mais elle a changé tous les titres. Donc vraiment, la couverture et le dos, c'est un jeu à part entière de retrouver à quel titre correspond quel livre. J'adore. Genre, pense à la tendresse pour songer à la douceur. Fan. Petit aparté terminé. Place à mes avis sur mes 11 derniers romans lus. On commence donc avec Hilos de Marion Brunet, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Marion Brunet qui est une autrice que j'adore depuis plus de 10 ans, donc j'étais trop ravie qu'elle sorte un nouveau roman aux éditions Pocket Jeunesse. Surtout, je trouve la couverture incroyable, genre vraiment je sais pas vous mais moi je suis amoureuse, et l'intérieur est aussi merveilleux que la couverture. Dans cette histoire on suit le personnage de Nolan ainsi que son frère Gal qui sont à Marseille. On est en 2052, il y a eu 8 tsunamis et la montée des eaux a englouti une grande partie de la ville de Marseille. Donc Nolan et Gal ils ont développé des talents en apnée, donc du coup ils sont plongeurs en apnée pour aller chercher dans les villas des riches qui ont été engloutis des trésors, et c'est un peu comme ça qu'ils survivent dans cette nouvelle société. Sauf qu'un jour Gal ne revient pas d'une apnée et du coup Nolan décide qu'elle va vouloir venger son frère. Elle va alors décider d'entrer au service du Commodore pour organiser sa vengeance puisque c'est à cause de lui que son frère a fait cette fameuse apnée qui l'a tué. Elle va rencontrer dans le cadre de ce nouveau travail Bonnie, une plongeuse de haut niveau, ainsi que le neveu du Commodore qui s'appelle Enoch, et les amis de celui-ci, Ulysse et Yasmina, et d'autres personnages comme Adélis et sa petite sœur Nina vont se joindre à la petite troupe. C'est une hyper belle amitié qui va naître entre eux et surtout qui va permettre d'aborder des thématiques hyper intéressantes, hyper engagées. Marion Brunet, depuis que je la connais, tous ses livres sont sur des thématiques comme ça engagées, des thématiques un petit peu aussi de révolte, de colère, parce que en fait on n'en peut plus, on en a marre, et là justement c'est un livre sur le réchauffement climatique, sur ce danger qui plane au-dessus de nos têtes depuis que nous perso on est tout petits, et qui plane d'autant plus depuis quelques années, et on se dit mais en fait ça c'est peut-être notre avenir. Et c'est aussi un livre qui remet plein d'autres choses en question et j'ai beaucoup aimé ça, les personnages discutent beaucoup, il y a vraiment des confrontations d'idées et c'est très intéressant. Il y a aussi des personnages qui dans leur cadre familial ne peuvent pas trop s'éloigner de l'idée qu'on leur a inculquée depuis qu'ils sont jeunes, mais qui vont essayer de s'ouvrir aux autres grâce à des débats, grâce à des discussions. Donc c'est vraiment un livre qui est à mes yeux absolument merveilleux, qui est rempli d'action aussi puisque vraiment dans cette histoire il se passe plein de choses, plein de rebondissements. C'est le premier tome d'une trilogie si je dis pas de bêtises. Oui, une trilogie d'aventures, donc je suis trop contente parce que ça veut dire qu'on va retrouver les personnages par la suite. En plus Nolan elle va rencontrer Bonnie et
entre les deux, il y a quelque chose qui... voilà. Et vraiment pour moi c'est un livre qui doit être entre toutes les mains parce que c'est un livre qui fait réfléchir, qui pousse à cette réflexion du réchauffement climatique, mais pas que. Ça parle des ultra riches, ça parle des Jeux Olympiques d'ailleurs aussi, donc on est vraiment dans notre quotidien et je trouve que c'est hyper important que des livres comme celui-ci soient mis entre les mains de la jeunesse et de la plus grande jeunesse, parce que moi je suis une grande jeune, parce que ça aide. Et Marion Brunet c'est vraiment une autrice qui pour moi, depuis que je lis ses livres, m'a beaucoup aidé à me forger une opinion sur plein de choses. Parfois ne pas être d'accord d'ailleurs avec ce que ces livres véhiculaient m'a permis de réfléchir, de m'ouvrir et peut-être d'ailleurs d'être d'accord maintenant, là où il y a 8 ans, 10 ans quand je lisais certains de ses romans, j'étais pas d'accord et ça je trouve ça très fort. Merci Marion Brunet d'avoir écrit un livre aussi beau, aussi bien, aussi d'actualité, et Marion Brunet comme d'habitude écrit divinement bien, donc en plus de ça la plume est merveilleuse, donc qu'attendez-vous? Lisez-le, lisez-le. On continue avec Fifth Gambit de Kayvon Lewis, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui raconte l'histoire de Ross, qui est une adolescente de 17 ans qui est voleuse professionnelle. Dans sa famille, tout le monde est voleur. Vous voyez, c'est des voleurs de haut niveau, genre qui font des braquages, des trucs de ouf. Sauf qu'un jour, un vol se passe mal, sa mère se fait kidnapper et on lui réclame 1 milliard de dollars pour sauver sa mère. Ross, elle n'est pas capable de réunir une somme aussi énorme, donc elle va participer à la compétition du trophée, qui est une compétition où elle va être contre d'autres voleurs qui sont tout aussi jeunes qu'elle et qui viennent d'autres pays du monde entier, et le meilleur ou la meilleure qui remportera la compétition du trophée pourra faire un vœu. Donc évidemment le vœu de Ross sera de réunir 1 milliard de dollars pour pouvoir sauver sa mère, vous avez compris. Elle va donc rencontrer les autres candidats, beaucoup s'en méfier, mais aussi lier des liens d'amitié. Donc évidemment c'est une histoire qui est encore une fois pleine d'action, pleine d'aventure, puisque bah voilà on est sur des vols et tout, et moi j'ai trop aimé ce côté un peu les ruses, les manigances, les plans, vous voyez un peu comme dans les séries comme La Casa des Papel et Lupin, vraiment on est dans la même ambiance. Pour le coup ce livre-ci j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, je trouvais que les 100 premières pages étaient un peu longuettes, puis d'un coup boum on rentre dans le vif du sujet et là j'étais à fond tout le long de l'histoire et là j'ai vraiment adoré ma lecture. Et par contre la fin, je suis un peu restée sur ma fin, j'étais en mode waouh, genre en 20 pages il se passe trop de trucs et ça m'a un peu laissé, ouais j'étais un petit peu mitigée sur la fin. Donc mon avis sur ce livre il est positif, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre il y a un mais qui vient compenser le tout, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même bien aimé ma lecture dans l'ensemble et que je l'ai trouvée très addictive et que j'ai beaucoup aimé cette thématique des voleurs et tout, parce que bah voilà on est sur une action qui est un peu différente de ce qu'on peut voir dans d'autres livres d'aventure, et ça j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper original. J'avais jamais lu de livre comme ça sur justement des voleurs, tout ça. Donc niveau plan, manigance, ruse, on est au top. On continue avec L'été d'avant de Lisa Gardner, publié aux éditions Albin Michel, qui raconte l'histoire de Frankie, qui est une quarantenaire, qui est ancienne alcoolique, et c'est une femme qui aime enquêter sur des affaires qui ont été un petit peu résolues à la va-vite et en vérité on n'a jamais trouvé le coupable et basta. Et plus particulièrement quand les victimes sont issues de minorités, parce que Frankie elle sait que bah, ces affaires là on les met de côté d'autant plus rapidement parce qu'on estime des fois qu'elles ont moins de valeur, qui montre encore l'omniprésence du racisme dans le monde. Elle va donc essayer de retrouver une adolescente haïtienne qui a disparu dans un quartier chaud de Boston. Elle va évidemment faire des rencontres, tenter de s'installer, et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire c'est que Frankie c'est une femme blanche et que justement l'autrice n'a pas pris le parti de faire un personnage principal qui ne soit pas comme elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros on est sur un personnage qui est blanc mais qui du coup va vraiment être au sein de personnes qui sont toutes de couleur et qui sont toutes victimes de racisme au quotidien, qui ont toutes une grosse méfiance envers la police, qui est totalement légitime. Et le personnage de Frankie permet d'aborder des notions comme le white saviorisme et le racisme d'ailleurs, mais sous d'autres biais. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai eu un peu de mal au début encore une fois à rentrer dans l'histoire parce que j'ai trouvé que c'était hyper riche en informations et on est sur une enquête qui est assez complexe et alambiquée, mais en même temps je me dis que les fans de thriller ne peuvent que aimer parce qu'on est vraiment sur des rebondissements mais qui se tiennent super bien, mais en même temps il y a vraiment plein d'informations, plein de détails qui fourmillent dans cette enquête. Donc un thriller qui, une fois qu'on est plongé dedans, vraiment on n'a plus envie de le laisser de côté. Et visiblement il va y avoir d'autres, c'est le premier mais il va y en avoir d'autres où Frankie va intervenir sur d'autres affaires, et j'ai trouvé vraiment ça intéressant, surtout qu'il y a pas mal de thématiques abordées assez profondes. Donc comme je vous le disais, le racisme évidemment qui est une des thématiques principales, mais l'alcoolisme est beaucoup abordé puisque Frankie est une ancienne alcoolique, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est une des premières fois qu'un livre met autant cette thématique en avant et en parle avec autant de justesse à mes yeux, même si
pour le coup je n'ai jamais été alcoolique, mais au niveau des émotions ressenties par le personnage et tout, on comprend mieux ce sujet qui peut nous être inconnu. Donc vraiment si vous aimez les thrillers et si vous aimez Lisa Gardner, je pense que vous ne pourrez qu'aimer. Moi c'était mon tout premier de cette autrice, mais je sais qu'elle est très connue. Ensuite nous passons à Juste avant que de Joanne Richoux, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur, collection destinée aux adolescents, jeunes adultes, mais qui parle d'érotisme, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Donc évidemment un nouveau livre dans cette collection égale je le lis tout de suite. L'Ardeur, vraiment je les aime d'amour. Pourtant je suis pas fan de chaque livre qu'ils ont sorti, mais je suis fan de l'idée, du concept et du fait que ces livres là existent en fait. Donc même celui-ci, qui pour le coup n'a pas été une révélation ou quoi, bah je me dis oui mais c'est trop bien qu'il existe quand même. Dans cette histoire on va suivre deux personnages qui sont meilleurs amis et qui vont être dans leur chambre, dans la chambre de l'un des deux. Et ce sont deux amis qui un peu se tournent autour et il y a une tension un petit peu sensuelle et sexuelle entre eux depuis longtemps. Sauf qu'en fait on est aussi dans un monde qui est en train de sombrer. C'est vraiment la révolte ultime de notre monde, de notre société. Les gens n'en peuvent plus, les gens sortent dans la rue, les gens se battent, les gens foutent le feu, enfin bref, c'est vraiment la révolution à l'extérieur. Donc on vit vraiment le livre comme un huis clos avec les deux personnages où il y a une tension entre eux et à l'extérieur on entend les drames qui se profilent et la fin du monde qui approche. Comme d'habitude avec Joanne Richoux, on est sur un livre où l'écriture est hyper brute, incisive, très froide parfois d'ailleurs, très à distance, mais en même temps en tant que lecteur ou lectrice on se sent quand même appartenir à l'histoire, mais on a beaucoup de descriptions de ce qui se passe à l'extérieur et de ce qui se passe dans le monde. Donc du coup encore une fois, comme le tout premier roman que je vous ai présenté dans cette vidéo, on est vraiment sur des questionnements autour de du racisme, de l'homophobie, des ultra riches, du capitalisme, de l'écologie, du réchauffement climatique, voilà, toutes ces thématiques hyper importantes et hyper d'actualité qui sont traitées dans ce livre qui parle de fin du monde. Donc évidemment on est arrivé au bout de ces thématiques là et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours à ce propos. D'ailleurs je me permets de vous partager, comme je le fais toujours, mon compte Instagram, mais parce que sachez que sur Instagram quand je vous poste une chronique d'un livre comme celui-ci, je vous mets en carrousel des citations du livre et du coup celui-ci typiquement c'est un livre où je trouve ça trop important que vous puissiez lire les citations parce que déjà ça vous donne une idée de la plume de Joanne Richoux et en plus ça vous montre un petit peu les thématiques abordées et la manière dont elles le sont. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que encore une fois des livres qui permettent de réfléchir, de se questionner, de s'ouvrir l'esprit, mais du coup j'ai trouvé que la tension entre les deux meilleurs amis, amour, amants, elle est un peu trop mise de côté et en fait j'ai pas trouvé dans ce livre ce que je recherche habituellement dans les romans de L'Ardeur, la dimension très érotique et sensuelle. J'ai trouvé qu'elle était un peu trop laissée de côté, donc elle existe quand même mais assez peu et c'est vrai que c'est ce qui fait que j'en suis ressortie un peu mitigée. Ça n'empêche que pour moi ce livre est extrêmement bien écrit parce que vraiment Joanne Richoux, sa plume je la trouve divine, mais voilà il y a des petits mais qui ne m'empêchent pas de vous dire lisez-le pour vous faire votre propre avis, mais vous savez ce que moi j'en pense et c'est pas le livre le plus excitant de la collection L'Ardeur. Bien sûr tous les livres ne doivent pas forcément l'être, mais moi j'avoue que c'est quand même un peu ce que je recherche dans cette collection, donc là je suis un petit peu restée sur ma faim. Puis j'ai lu le livre 17 mm de Florence Medina, publié aux éditions Scrinéo, qui est un roman qui est écrit en vers libre. Regardez. Hop, je vous montre ça. Et qui raconte l'histoire de Mona et Liam qui cet été en camp d'ado vont faire leur première fois. Sauf que le préservatif va craquer et qu'ils n'osent pas vraiment demander au moniteur, voilà, ils osent pas trop en parler. 6 semaines plus tard, la jeune femme doit se rendre compte d'une chose qui est une évidence, c'est qu'elle est enceinte. Et d'après les informations qu'elle a trouvées sur internet, l'embryon fait déjà 17 mm, d'où le titre. C'est peu, c'est beaucoup, c'est trop quand on ne veut pas d'un enfant, surtout quand on a seulement 16 ans. Mona elle a le choix, elle a le droit d'avorter, mais évidemment en elle ça fait naître tout un tas de questions, de peurs, de doutes et d'émotions qu'elle n'avait jamais ressenties jusqu'alors. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement touchant, qui se lit évidemment assez rapidement comme la plupart des romans en vers libre, ce que je conseille souvent d'ailleurs aux gens quand ils aiment pas trop lire. Moi je leur dis mais les romans en vers libre ça peut faire peur au début mais en vrai ça se lit vraiment comme un roman, c'est super beau. D'ailleurs faut que je vous poste ma chronique sur Instagram hein, dis donc. Mais du coup c'est un livre que j'ai trouvé très bien écrit, avec beaucoup de douceur malgré les thématiques assez difficiles. On s'attache beaucoup au personnage, on vit avec elle toutes ces questions qui tournent en boucle dans son esprit et qui sont totalement légitimes, puisque quand on avorte, même si on a le droit d'avorter, ça reste quelque chose qui peut être difficile. Il y a des femmes qui vont le vivre très bien, d'autres qui vont le vivre de manière plus traumatisante, même si elles n'ont pas envie de cet enfant. Et je pense que c'est hyper important d'en parler, surtout à l'adolescence, surtout qu'on sait qu'il y a pas mal d'adolescentes qui vivent ce type de situation. Donc pour moi c'est un livre qui aborde le sujet avec beaucoup de justesse et de douceur et d'amour
d'amour et aussi de, comment dire, il y a pas mal de sororité dans cette histoire à travers les relations entre le personnage principal et son entourage familial et ses amis. Et voilà, j'ai trouvé ça très touchant, donc je peux que vous le recommander si la thématique vous fait envie. C'est pas le premier livre que je lis sur cette thématique, sûrement pas le dernier non plus, mais pour moi c'est un très bon livre sur cette thématique. Nous passons à la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, publié aux éditions Hauteville, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Takako et qui a le cœur brisé lorsque son amour depuis des années lui annonce ses fiançailles avec une autre. Donc elle est complètement anéantie et elle va vraiment tomber très bas jusqu'à ce que son oncle Satoru, qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, l'appelle et lui dit: écoute, viens m'aider à la librairie, je t'héberge à l'étage de la librairie et voilà, viens. Et en fait, contre toute attente, bah même si elle a pas vu cet oncle depuis longtemps, elle y va quand même parce qu'elle se dit bah pourquoi pas, au point où j'en suis. Donc elle y va et elle va découvrir, en habitant là-bas, en retrouvant un peu son oncle et en rediscutant avec lui, elle va se découvrir un amour pour les livres qu'elle ne soupçonnait pas et on va se balader à travers justement le quartier des bouquinistes de Tokyo. Donc c'est vraiment une histoire qui fait voyager à Tokyo, voyager entre les livres, entre les histoires. Donc c'est de la littérature japonaise, c'est mon deuxième livre de littérature japonaise. Le tout premier c'était Tant que le café est encore chaud, que je n'avais pas du tout aimé malheureusement, même s'il était pas bien, mais je l'avais trouvé très lent, très plat. Celui-ci reste lent, contemplatif et doux, mais je dirais que justement c'est cette douceur que j'ai quand même aimé. J'ai trouvé que dans ce livre on avait moins de morale un petit peu banale que dans celui que je vous ai cité précédemment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé cette histoire, elle m'a fait du bien. En fait en lisant ce livre je me suis sentie bien, je me suis sentie apaisée et j'ai vraiment trouvé que c'était ce qui était à dire pour le décrire. Et puis quand on aime les livres comme vous et moi, je pense qu'on se sent forcément d'autant plus amoureux et amoureuse de cette histoire par la dimension livresque qu'elle a. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de famille et en même temps niveau culturel je trouve ça hyper intéressant parce qu'on sent que les relations familiales, amicales, amoureuses et sociales de manière générale sont quand même très différentes au Japon, en France. Et moi je trouve ça hyper passionnant justement de lire des livres où la culture est différente et où du coup nous en tant que lecteurs ou lectrices on en apprend davantage et on enrichit finalement nos connaissances sur d'autres pays, d'autres personnes et d'autres manières de voir et de vivre les choses. Et pour moi ce livre fait vraiment vivre tout ça. Mais voilà, je peux que vous le recommander. Pour moi vraiment quand je l'ai fermé je me suis dit c'était doux, c'était cocooning, c'était cosy. Parfois c'est un petit peu plat mais ça m'a pas empêché d'apprécier et de passer un très doux moment. Puis j'ai lu une petite pépite, Sous les étoiles de Bloomstone Manor, publié aux éditions Casterman et écrit par Marie Orchard. Déjà la couverture est sublissime. Je vous avoue que la première fois que je l'avais reçue, je l'avais pas demandé et pour moi la couverture elle faisait très fantastique. Donc en fait je me suis pas trop... voilà. Ça m'a pas hypé au début. Après quand j'ai lu le résumé je me suis dit intéressant puisqu'on suit l'histoire de Agathe Langley qui a 19 ans. L'histoire se passe en 1898 et contrairement aux attentes de ses parents, elle n'aime pas les bals mondains, tout ça, non. Elle est passionnée d'astrophysique. Elle étudie en cachette d'ailleurs cette matière avec sa gouvernante. Sa famille quitte Londres et s'installe à la campagne et elle va faire la connaissance, Agathe, donc de son excentrique voisin, Lord Nathanael Stone, qui vit dans sa demeure de Bloomstone Manor. Une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout puisque cet homme vit assez différemment des personnes de l'époque. Il instaure ses propres règles au sein de son manoir justement et surtout il est hyper intrigué par Agathe et par cette passion qu'elle a pour l'astrophysique et il la considère puisque à cette époque une femme qui s'intéresse à la science, à l'astrophysique, personne ne la considère. Et du coup c'est ça qui est hyper intéressant dans cette histoire, c'est que Agathe, enfin c'est un livre qui est très féministe mais en même temps qui se passe à une époque où le féminisme il est pas très bien vu hein. Déjà qu'en 2024 c'est compliqué, alors vous imaginez bien en 1898. Donc vraiment Agathe elle va vivre une quête d'indépendance, elle va aller à l'encontre de la vie finalement de ses parents et du regard des autres parce que en fait c'est surtout ça, c'est qu'à l'époque il y a le regard des autres qui va beaucoup primer en fait, le regard des autres sur sa famille entière parce que quand on se déshonore, on déshonore tout le monde. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit mais peu importe. Mais j'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvée hyper belle, hyper douce encore une fois, j'ai passé un trop bon moment de lecture, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que vraiment l'action est au cœur de l'histoire mais en même temps il y a aussi plein de moments plus contemplatifs et j'ai adoré les relations entre les différents personnages et surtout le manoir de Lord Nathanael Stone, j'aime trop le fonctionnement qu'il a justement puisque c'est hyper avant-gardiste pour l'époque et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment si vous aimez les livres féministes, les livres où la femme s'émancipe, où elle se trouve une passion et où elle va au bout des choses, surtout à une époque où on ne lui laissait finalement pas trop le choix et que elle va quand même s'imposer. Moi j'ai trouvé que ce livre était merveilleux pour ça et passionnant et même tout ce qui est un peu scientifique j'ai trouvé ça hyper intéressant puisqu'on parle de planètes, tout ça, de découverte d'une nouvelle planète et tout, mais en 1898 donc on est plus sur la planète Pluton. Mais j'en dis pas plus, j'espère que vous le lirez, vraiment j'ai
tout aimé, l'ambiance, les personnages, les relations, voilà, les intrigues amicales, familiales, amoureuses, enfin j'ai tout aimé. J'ai vécu l'histoire avec les personnages du début à la fin et c'était très intense parfois, très intense, parce qu'il se passe plein de choses. Puis j'ai lu Les Catilinaires d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avoue que ça c'est la déception de cette vidéo malheureusement, il était dans le petit mot petite lecture d'ailleurs. C'est l'histoire de Émile et Juliette qui ont toujours rêvé d'une solitude à deux et qui sont trop contents puisque là c'est la retraite. Ils achètent leur petite maison à la campagne dans la nature, ils n'ont plus personne pour les embêter et ils vont vivre cette vie à deux. Cette vie d'amour à deux. Sauf qu'ils ont un voisin qui va commencer à s'inviter chaque jour à 16 h et qui va prendre de plus en plus de place et ils ne savent pas comment s'en débarrasser et finalement il va complètement empiéter sur la quiétude dont rêvait ce couple. Et donc l'histoire m'intriguait beaucoup, je trouvais ça trop génial, cette histoire de voisin qui prend trop de place et tout, enfin bref, je trouvais ça trop intriguant. Mais malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi parce que ce livre a énormément de propos très grossophobes qui ne sont jamais remis en question. C'est à dire que le fameux voisin est obèse, sa femme aussi, mais tous les adjectifs qui vont être écrits pour les définir sont terribles, les descriptions vraiment des personnages gros sont terribles et ça m'a mis hyper mal à l'aise. J'ai pas compris si l'autrice se moquer des gros ou si elle se moquait de Émile et Juliette qui portent ce regard sur leurs voisins qui sont gros, mais dans tous les cas l'histoire est un peu étrange. Moi c'est ce que j'aime parfois avec Amélie Nothomb, mais là pour le coup en fait la grossophobie ambiante m'a trop gênée, j'arrivais pas à savoir si c'était fait exprès ou pas et en même temps le livre date tellement que je me dis que non, à l'époque la grossophobie c'était même pas un sujet, donc clairement ce livre est juste purement grossophobe je pense malheureusement. Donc si d'autres personnes ont eu le même avis que moi, vraiment je suis curieuse que vous puissiez m'en parler dans les commentaires parce que ça m'intrigue et ça m'a interpellée et vraiment j'ai corné plein de pages mais juste parce que ce que je lisais était affreux quoi. Donc voilà, avis très décevant malheureusement et du coup assez prévisible quand on connaît Amélie Nothomb aussi au final. Donc je suis pas conquise. Puis j'ai lu, enfin relu Supernova, l'Académie des Constellationnistes qui est le tome 1 de Axel Ménéglier publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je dis relu parce que c'est le livre qui a gagné le prix Un air de premier roman. J'étais présidente du jury donc évidemment je l'avais lu en avant-première mais j'avais hâte de le relire pour vous en parler en ayant lu la version corrigée, éditée etc par la maison d'édition tout ça et j'ai vraiment été ravie de replonger dans cette histoire. En gros on parle de Cassiopée qui a toujours eu une vie assez normale sauf qu'elle découvre que ses parents biologiques en vérité l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes. Donc c'est des êtres dotés de pouvoirs qui sont tirés des constellations du zodiaque. Donc du coup si vous êtes scorpion vous avez par exemple le don de vous métamorphoser. Moi je suis scorpion donc je peux me métamorphoser, je trouve ça trop stylé. J'aime trop cette idée de pouvoir tirer des signes astrologiques, je trouve ça passionnant, fascinant. Et donc Cassiopée va entrer dans l'école des constellationnistes pour apprendre à utiliser son pouvoir. Surtout que tout l'empire est menacé par la présence d'une supernova qui serait cachée et qui menace l'équilibre du royaume et du monde d'ailleurs des constellationnistes. Et donc il y a plusieurs intrigues qui vont se mêler. J'ai adoré cette histoire parce que j'ai adoré ce lien entre le zodiaque, la magie, etc. Moi vous savez que je suis pas très fantastique, j'en lis pas beaucoup des romans comme ça. Donc du coup j'ai trouvé qu'il y avait certaines références à Harry Potter qui étaient un peu trop grosses, mais peut-être que c'est parce que je lis pas assez de fantastique et qu'en fait c'est un peu des clichés du genre, je ne sais pas. Mais j'ai passé un très bon moment avec Cassiopée et ses amis, j'ai adoré l'histoire et le fait de retourner dans cette ambiance un peu d'études magiques et tout. Finalement moi qui suis une fan d'Harry Potter, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que les idées de l'autrice sont géniales, que l'intrigue avance très bien, il y a plein de scènes qui nous transportent, on vit les choses avec les personnages, on vit les moments difficiles ou les moments plus touchants, donc ça c'est vraiment ce que j'ai adoré. Dans les petits défauts je dirais qu'il y a quand même quelques facilités dans cette histoire, parfois c'est trop prévisible, mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, donc ça m'a donné très envie de lire la suite. Donc Axel, hâte de lire le tome 2 et en même temps pour un premier roman je trouve ça fabuleux, je le trouve génial et la couverture est trop belle. Regardez la couverture, ça brille, il y a des petites étoiles, je suis fan. D'ailleurs je suis au dos du livre, je dis pas ça pour me vanter mais quand même, trop hâte du coup de lire la suite. Ensuite j'ai lu L'Aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel publié aux éditions Nathan. Je l'ai lu parce que je suis allée à Genève pour le salon du livre de Genève, mais surtout pour la remise du prix RTS Littérature Ado. Donc en fait ça fait la deuxième année que je travaille pour RTS pour ce fameux prix et donc je lis le roman gagnant évidemment et j'interviewe l'autrice. Il y a une interview qui est dispo sur mon Instagram, tac. Et je suis trop contente parce que quand j'ai su que ce livre gagnait, j'étais trop heureuse parce qu'il est dans ma pile à lire depuis longtemps. Si vous me suivez, vous le saviez. Et du coup j'étais ravie d'enfin le sortir grâce à ce prétexte du prix RTS Littérature Ado. Donc merci RTS Littérature Ado et merci le jury de jeunes d'avoir voté pour celui-ci parce que voilà, je l'avais déjà, je l'ai sorti de ma bibliothèque et clairement, mais qu'est-ce que j'ai bien fait. L'Aube est bleue sur Mars, ça raconte l'histoire de Esther qui a 22 ans et qui a fait des brillantes études d'astrophysique. Donc quand il va y avoir une annonce à propos du premier voyage sur Mars, elle va candidater, sachant que sa petite sœur qui a disparu 12 ans plus tôt, elles partageaient toutes les deux un peu
cet amour des étoiles, donc pour elle c'est encore plus symbolique de pouvoir s'envoler et aller sur Mars. Sauf que dans un même temps, elle fait la rencontre de Hugo, qui est un jeune garçon, lui qui est très porté sur l'écologie, sur le sauvetage de la planète Terre, etc. Et tous les deux du coup, ils se rencontrent un peu au mauvais moment puisque Esther va être prise pour cette conquête spatiale et du coup elle va quitter la Terre pour aller sur Mars et faire donc partie de cette première expédition sur cette planète inconnue. Et moi, vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour Phobos, je pense que je n'ai pas besoin de vous le répéter. Donc vraiment ce livre, je l'ai trouvé génialissime parce que j'ai adoré me retrouver encore dans cette ambiance de conquête de l'espace. J'ai vraiment vécu tous les moments avec les personnages, les moments où on se sent oppressé par l'espace, l'infini en fait, le vide, la galaxie, et en même temps les émotions ressenties sur le fait que on va pouvoir poser le pied sur Mars. En bref, j'ai trouvé ce livre absolument merveilleux, foisonnant d'émotions, d'action évidemment aussi, mais surtout tout ce qui est hyper technologique autour de la conquête spatiale, moi j'adore, ça me fascine vraiment, je suis addict, je pense que vous le savez puisque je vous parle de Phobos depuis des années. Et vraiment si vous avez aimé Phobos, vous ne pourrez qu'aimer celui-ci. Le seul petit bémol pour moi, c'est l'histoire d'amour avec Hugo. En fait j'ai pas trop aimé le personnage d'Hugo dans les lettres qu'il envoie à Esther, mais en même temps il est nécessaire à l'histoire, vous comprendrez pourquoi en le lisant. Et surtout Hugo, il représente ce côté écologie et moi j'ai adoré ça parce qu'on a une vraie dualité entre Hugo qui représente l'écologie et le combat contre les nouvelles technologies et le fait qu'on aille trop vite et qu'on détruise la planète, et Esther elle représente le décollage dans une fusée et que faire décoller une fusée c'est catastrophique pour l'écologie. Et du coup leur relation elle est hyper intéressante puisqu'elle se base aussi sur ces contradictions là et sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord, et ça pousse à la réflexion, ça donne naissance à des discussions hyper intéressantes et j'ai adoré aussi cette partie là de l'histoire. Donc vraiment ce livre j'ai adoré, je suis ravie de l'avoir découvert. Je suis passée au-dessus du fait que j'apprécie pas trop la romance pour apprécier pleinement l'histoire, et vraiment ça l'a fait, j'ai complètement adoré ce livre. Et enfin nous terminons avec Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North, publié aux éditions Hauteville. Là regardez, c'est la trop belle version reliée si je dis pas de bêtises. Oui, il est magnifique, vraiment c'est dur. Et surtout c'est l'histoire de Pénélope, donc qui est la femme d'Ulysse. Ulysse qui est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, et Pénélope elle essaye de maintenir le royaume à flot, sauf que bien évidemment ça fait des années qu'Ulysse est parti, donc tout le monde se dit il est mort. Du coup les prétendants toquent à la porte du royaume et Pénélope les accueille parce que en tant que reine, en attendant le retour d'Ulysse, elle doit les accueillir comme il se doit, mais elle sait très bien que si elle en épouse un ça va forcément déclarer la guerre, mais si elle n'en épouse aucun, le risque de guerre sanglante plane quand même. Donc vraiment Pénélope gère d'une main de maître son royaume avec tout un réseau de femmes espionnes qui laissent traîner leurs oreilles partout, qui ont une connaissance accrue de tout ce qui se passe sur l'île. Et donc dans cette histoire on est vraiment sur une réécriture mythologique, mais qui n'est pas vraiment une réécriture, on découvre juste finalement un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas puisque l'Iliade et l'Odyssée n'en parlent pas, mais où Pénélope est vraiment une femme hyper forte et entourée de femmes très fortes qui vont prendre énormément de décisions. J'ai adoré cette histoire parce que j'ai adoré la sororité qui sort de cette histoire, et parce que c'est justement dans ce contexte mythologique, donc en plus de l'époque etc, où la violence des hommes est d'autant plus terrible. Elle est toujours à notre époque, mais à l'époque vraiment les hommes, les dieux, on est vraiment sur des femmes qui subissent beaucoup de violence, de viols, d'agressions, et donc c'est un livre qui peut être assez dur à lire sur ce plan là, je vous préviens quand même. Mais ce que j'ai adoré c'est que justement les femmes entre elles, il y a un soutien sans faille, et parfois en tant que lecteur ou lectrice justement on a cette peur que une femme cède ou qu'elle cède à l'amour qu'elle porte à un homme ou autre, et il y a toujours ce doute qui plane. Mais j'ai adoré voilà cette sororité, cette puissance féminine tout au long du livre. C'est très contemplatif, ouais c'est très lent comme histoire, mais en fait moi c'est ce que j'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé la plume de Claire North, je l'ai trouvée très belle, j'ai trouvé l'histoire hyper bien écrite, mais je comprends que certaines personnes puissent trouver l'histoire trop lente ou trop descriptive, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Le seul bémol c'est que comme je suis pas une pro, pourtant j'adore la mythologie mais je suis pas une pro, j'étais un peu perdue parfois parce qu'il y a beaucoup de références. Mais du coup si vous êtes pro de la mythologie vous allez adorer je pense, parce que vous allez tout comprendre. Moi des fois je comprenais pas tout, mais c'est pas grave, je passais au-dessus de ça et ça m'a pas du tout empêché de comprendre l'essence même de l'histoire. Donc vraiment si vous aimez les récits mythologiques, je pense que celui-ci ne peut que vous conquérir. Et pour le coup si vous avez d'autres livres réécriture mythologique à me conseiller, ça se passe dans les commentaires parce que c'était le tout premier que je lisais je crois, et franchement c'est la honte puisque je trouve que c'est trop passionnant la mythologie, j'adore. Quand j'étais en fac de lettres
lettres. J'adorais étudier ça, vraiment les mythes et tout, mais ma passion. Donc si vous avez des références, à vous les commentaires. Dans tous les cas, à vous les commentaires puisque c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire comme d'habitude. Je vous remercie de me suivre et de m'avoir suivi malgré cette longue absence. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo autant que les précédentes. Si tout va bien, je reviens tous les vendredis à 18 h. Donc je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube. C'est quand même une plateforme que j'affectionne particulièrement. Donc merci d'être là et merci de vos petits messages qui me disaient c'est quand que tu reviens, c'est quand que tu reviens. Désolée pour cette très longue vidéo, mais j'avais plein de choses à dire et pour le coup là vous avez à foison de livres. Donc vraiment on peut pas se plaindre. Je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que j'ai sorti mon carnet, donc rendez-vous en librairie. Privilégiez les librairies indépendantes si vous pouvez, c'est toujours mieux. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là. Bisous bisous bisous.